Posons le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de sécurité informatique. On va découvrir une école de danse. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi M. Itesham Rachid, qui est du programme PCPD, c'est ça? Oui. PCPD de Bibliothèque et Archives Canada. Puis juste mentionner au monde, c'est quoi ce programme? Eh bien, le programme c'est un programme de contribution. Okay. C'est le programme de la collectivité du patrimoine documentaire du Canada. Et à travers le programme, eh bien, nous donnons 1,5 million de dollars chaque année pour financer des projets qui sont entrepris par des organismes qui veulent ou numériser leurs archives pour donner accès ou bien numériser pour préserver. D'accord. Donc, ce programme, je sais qu'il est en place depuis quoi, 5 ans? Il est en place depuis 2015. 2015, et donc, depuis ce temps-ci, nous avons octroyé 7,5 millions de dollars. Et nous avons financé plus de, bon, je vous dirais environ... On va faire une estimation. Oui, plus de 140 projets. Plus de 140 projets. Ouais. Est-ce que c'était un besoin des communautés, en fait, de pouvoir préserver qu'est-ce qu'ils avaient comme patrimoine et que vous, ça vous a touché et que vous avez décidé de faire ce programme? Ou comment c'est parti? Eh bien, c'est un programme, jadis existait, mais c'était beaucoup plus pour les communautés archivistiques. Donc, c'était un programme qui desservait une communauté spécifique. Bien sûr, cependant, avec l'arrivée de l'ancien bibliothécaire et archiviste du Canada, nous avons reconnu qu'il y avait un plus grand besoin dans la communauté. Donc, c'était pas non seulement de servir les archives, mais aussi, par exemple, les bibliothèques privées, les communautés autochtones, les organismes à but non lucratif et les organisations communautaires. D'accord. Donc, ce que nous nous sommes rendus compte très, très vite à la Bibliothèque et Archives Canada, c'est que nous avons de très belles organismes communautaires qui sont en train de travailler à desservir leur communauté, qui ont des belles archives, mais qui n'ont pas les moyens pour les préserver et ou pour les donner accès. Alors, Bibliothèque et Archives Canada, comme vous êtes au courant, est responsable de préserver la mémoire du Canada. Donc, nous faisons ceci par nous assurer que les archives du gouvernement du Canada surtout le territoire, surtout le territoire du Canada est préservé, ainsi que les archives privées de personnes clés. Donc, par exemple, vous pouvez penser à des anciens premiers ministres tels que Brian Mulroney. Et bien sûr, dans notre fonction de Bibliothèque nationale, nous collectionnons aussi 2 copies de toutes sortes de livres, de magazines, d'albums de musique. D'accord. Alors, dans tout ce contexte, nous ne pouvons pas exclure. Oui, les communautés. Et bien sûr, nous voulons aussi que les archives des communautés restent avec les communautés. Donc, il y a un plus grand besoin pour l'usage de ces archives. Et puis la pérennisation de l'histoire, je dirais, parce que si ce patrimoine-là peut-être est rendu à Bibliothèque et Archives Canada, oui, les gens vont aller voir, ils auront la possibilité de savoir, de connaître l'histoire, mais quand ça reste dans les communautés et que c'est entretenu, ça permet, comme j'ai dit là, de pérenniser l'histoire de cette communauté-là. Absolument, absolument. Et ce que nous trouvons d'absolument formidable, c'est aussi le fait que oui, surtout à l'ère numérique, ce n'est pas important que Bibliothèque et Archives Canada ait les collections physiques de ces archives. Donc, c'est pour ça que nous voulons aussi encourager les organismes à numériser leurs fonds et qu'ils leur donnent accès à toute la communauté canadienne, que ce soit à Colombie-Britannique ou dans les Maritimes, à leur collection. Parce que ce que nous remarquons, c'est que des étudiants, des généalogues et tout autre client potentiel sont intéressés par l'histoire du Canada et des communautés. De plus, aussi, dans le volet de préservation, nous donnons aussi du financement pour, pour l'apprentissage des membres de la communauté. Donc, nous reconnaissons que les communautés n'ont pas
toujours l'expertise dans l'archivistique. L'expertise et les moyens aussi pour arriver à leur fin. C'est exact. Alors, les organismes intéressés peuvent demander une demande pour recevoir du financement pour que les bénévoles, que les employés soient formés dans l'apprentissage d'archivistique. Alors, comment reconnaître qu'est-ce qu'il y a une valeur archivistique, comment cataloguer le tout. C'est un gros travail, là. C'est exact. Alors, Itishan, je vais te garder avec moi parce que tu as mentionné des organismes, mais je pense que ça prend beaucoup plus que ça, en fait. Quand on parle d'organismes, je pense que une fois, tu m'as mentionné même des églises, en fait. C'est exact. Qui avaient la possibilité de pouvoir aussi avoir accès à ce 1,5 million là. Donc, je te garde avec moi. On va continuer cette belle discussion après la pause. OK. Après la pause, vous saurez exactement quel organisme est apte à postuler pour ce programme. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes TV. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du programme PCPD, en fait, qui est le programme pour les collectivités du patrimoine documentaire. J'ai réussi à le dire. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est vraiment long, mais PCPD, là, au moins, on le voit, on peut le voir, on va le voir bientôt à l'écran, c'est quoi et tout. On en a parlé un peu de ce programme-là, et puis là, j'allais poser la question, c'est qui les organisations, c'est qui les organismes qui sont aptes à postuler pour avoir des sous avec vous? Eh bien, les organisations qui sont admissibles sont bien sûr les archives, les bibliothèques privées, les communautés autochtones, les associations professionnelles en archivistique ou en bibliothéconomie, les associations généalogiques et aussi, je vous dirais, tout organisme qui ait des archives. D'accord. Alors, ceci peut inclure, par exemple, des églises, des organismes communautaires. Donc, je pense que vous en allez justement parler. Interviewer juste un des récipiendaires, en fait, de cette année. Ouais. Et donc, ce que nous voulons vraiment pousser, c'est à encourager des organismes qui n'ont pas pensé justement à leur collection de postuler pour faire une demande. Alors, nous encourageons tout organisme. On va mieux la garder même en plus, c'est ça, hein? Parce que pour mieux la préserver. C'est exact. Alors, je crois que tout organisme dans les communautés ont quelque chose d'une valeur significative, non seulement pour la communauté, mais pour la culture canadienne. Alors, nous les encourageons à justement à prendre en note de la valeur de leurs archives, mais aussi pour postuler. Alors là, on entend ça et puis peut-être que des organisations qui nous regardent seront toutes excitées. OK, on a des affaires, on va y aller. Mais en fait, vous prenez en compte deux projets. Oui. Il y a deux projets vraiment des conditions en fait, qui ont rapport avec ces projets-là. Alors, nous avons vraiment deux volets, deux options. OK. Alors, le premier volet est des projets de numérisation pour donner accès aux archives. Aux archives, OK. Alors, pour ce, vous devez avoir en votre main la collection des archives. Donc, vous ne pouvez pas postuler
faire une demande pour les archives que vous n'avez pas en votre possession. OK. Oui, ça fait du sens. Oui. Ça fait du sens, mais vous seriez surprise par le nombre de demandes que nous recevrons ou bien de questions que nous j'ai recevons. trop vite parlé alors. Oui. Comme par exemple, oui, je reconnais la valeur de telle collection de mon voisin. Est-ce que je peux faire une demande en son nom? Non. Si vous êtes intéressé, allez collaborer avec cet organisme. D'accord, OK. L'autre volet est vraiment le volet préservation. Donc, dans ce volet, vous avez bien sûr préservation pour pérennité. Alors, je numérise ma collection pour qu'elle soit accessible non pour demain, mais pour les 20 prochaines années. C'est pratiquement les mêmes projets parce que là, le premier parlait de numérisation. Oui. Et le second projet, c'est aussi la numérisation, mais à plus longue durée, c'est ça? À plus longue durée. Donc, pour ceci, vous devez justement vous assurer que vous ayez les infrastructures en place. Et aussi, juste le type de formatage que vous allez utiliser pour numériser, pour donner accès versus pour préserver votre document, est un peu différent. Dans ce deuxième volet, vous avez aussi le volet d'apprentissage et de développement de compétences. Donc, comme on avait discuté, si vous êtes intéressé à justement développer la capacité de votre communauté, de votre organisme, de bien gérer vos archives, eh bien, vous pouvez faire une demande pour justement pour une formation. D'accord. Donc là, ce qu'on dit, là, je l'ai dit dans le premier bloc, mais c'est vraiment accessible à tous ceux qui sont sur le territoire canadien, en fait, qui ont des archives, qui ont envie de pérenniser en fait les archives de leur communauté. Bon, là c'est fait, il y a 2 projets. Quand moi je me retrouve dans le projet de numérisation, surtout je pense que c'est ça qui est beaucoup plus demandé, je suppose, pour le garder pour le long terme. Je fais quoi? Je fais juste vous écrire un petit mot ou c'est quoi qu'on fait? Eh bien, la première des choses que nous vous demandons de faire, c'est d'aller sur notre site web. Je pense que vous l'avez affiché. Oui, on va l'afficher encore une fois là. Oui. Alors, vous aviez demandé quel type d'organisme est admissible pour faire une demande. Alors, nous avons une section pour remplir un formulaire auto-questionnaire. D'accord, OK. Alors, avant même de commencer, nous vous demandons, remplissez ce questionnaire et vous pouvez voir si vous êtes admissible ou non. OK. Ah, c'est vite fait. Oui. OK, d'accord. Par la suite, nous vous demandons de lire nos lignes directrices et suite à ceci, vous pouvez travailler sur votre projet et soumettre votre demande en ligne. Alors, nous n'acceptons que des demandes qui sont en ligne. Ceci facilite votre processus et aussi toute communication qui se ferait par la suite. Alors, vous devez soumettre votre proposition de projet. Est-ce que c'est le volet 1, volet 2 ou souvent ce que nous recevons, c'est des projets qui touchent et au volet 1 et au volet 2. Donc, dans ce cas, c'est à vous de faire le choix de où est-ce que vous allez les mettre, s'ils sont acceptés, approuvés. C'est pas... Oui, s'ils sont acceptés. OK, d'accord. Et bien sûr, dans cette étape, vous devez aussi nous soumettre d'autres documents administratifs, donc par exemple, votre plan de projet, ainsi que votre budget. Par ceci, une fois que c'est soumis, à Bibliothèque et Archives Canada, nous allons évaluer l'admissibilité de votre organisme ainsi que votre projet. D'accord. Et aussi la faisabilité. C'est-à-dire que, oui, c'est un projet qui est admissible, mais est-ce que c'est faisable dans le temps que vous allouez? Un peu comme on le dit là, le SMART, là, spécifique, mesurable. Exactement. OK, d'accord. Donc, ces 2 étapes d'évaluation se font à l'interne. Par la suite, nous avons un comité externe qui évalue le mérite de votre projet. D'accord. Donc, on est sûr que ce n'est pas fait par affinité. C'est vraiment un comité externe. Exactement. Okay. Donc, si vous allez sur notre site web, vous pouvez voir le nom de tous les membres de notre comité. OK. Et donc, ce comité est représentatif de la population canadienne et aussi des expertises des communautés. Donc, nous avons des historiens, des bibliothécaires, des anglophones, des francophones, des membres qui travaillent avec les communautés autochtones. Donc, quand je vous dis de tout le monde, représentatif vraiment de tout le monde. Oui. Alors là, on en parle là des conditions d'admissibilité, c'est bien beau, mais il faut le dire, malheureusement, la cohorte de cette année est déjà choisie. Oui. C'est ça. Fait que si les gens ont envie de postuler, ça serait fait à partir de quand? C'est quand qu'ils peuvent commencer à aller visiter le site web pour ça? Eh bien, je vous dirais tout de suite que les gens peuvent prendre note de nos lignes directrices et qu'ils peuvent postuler en automne 2020. En automne, OK. Donc, nous envisageons
annoncer les récipiendaires de cette année en printemps. En printemps, OK. Et nous vous encourageons de commencer à penser à votre projet et nous vous encourageons aussi à penser à l'aspect clé que nous poussons vraiment. On est une très petite communauté. C'est le partenariat. D'accord. Donc ça, c'est bon à savoir au moins. On va sur le site web, on a toutes les données. Pour la cohorte qui vient de se terminer, là, où vous avez des récipiendaires, c'est quoi les différents projets que vous avez eus? Nous ne pouvons pas l'annoncer tout de suite parce que nous sommes en pleine évaluation. D'accord. OK, d'accord. Mais, pour ne pas mettre la mouche à l'oreille, la puce à l'oreille à quelqu'un. OK. Donc, à suivre, vous en saurez plus en printemps. Donc, d'accord. Les récipiendaires, ils sont annoncés sur le site web aussi? Ou... Oui, c'est exact. D'accord. Je vais te laisser aller parce que je ne pourrais pas te tirer les verres du nez plus que ça, malheureusement. Alors, vous à la maison, apprêtez-vous d'ores et déjà pour 2020, l'automne 2020, pour pouvoir avoir accès au programme PCPD. Après la pause, on va parler avec des récipiendaires, pas de cette année, mais de l'année précédente. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère, de l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à survécu à la mer et les chants de mon grand-père, au large des prairies, quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a parlé avant la pause du PCPD, ce beau programme de Bibliothèque et Archives Canada, et avec moi des récipiendaires de la SFOFO, en fait, qui est la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans. Ça fait plaisir que vous ayez gagné parce que vous avez une très belle histoire à raconter. Hein. Déjà, moi, je ne vous connais pas. C'est quoi votre mandat, vous, à la SFOFO? La SFOFO, c'est surtout de promouvoir, oui, de promouvoir beaucoup, puis aussi des appuis à la communauté, puis franco-ontarienne d'Orléans. Ça fait combien de temps, Monique, que vous êtes en place? Vous qui êtes bénévole là-bas, supposément que vous connaissez l'histoire, là? Oui. Mais, la SFOFO existe depuis au moins 9 ans. OK. Puis œuvre, comme M. Legault a dit, là, dans Orléans, là, à promouvoir l'histoire, puis aussi à encourager les gens à s'informer. À s'informer. Est-ce que la communauté est vraiment intéressée à ce que vous faites comme travail à Orléans? Oh oui, nous avons une centaine de membres. Oh. Puis, on fait toute une fête, là, de temps à autre. D'accord. Vous avez combien de... On a parlé du mandat, oui, mais supposément que vous avez plusieurs domaines, parce que j'ai cru voir ça sur le site web, donc ça se subdivise en comités. Il y en a combien? Je crois 3 ou 2? 3 comités. 3 comités, oui, OK. Oui. Et vous faites partie de quel comité, tous les deux? Nous, c'est l'histoire et la généalogie, maintenant, oui. L'histoire et la généalogie. Donc, c'est votre comité qui a eu les sous avec Bibliothèque Archives Canada, ou c'est un autre comité? C'est basé sur la SFOFO au complet. D'accord. Mais en réalité, ça part d'un comité qui n'existe plus maintenant, que c'était le comité des sites patrimoniaux. Des sites patrimoniaux. Oh, oui. Je pense que vous étiez à la tête de ce comité. Oui, non? Okay. Oui. Puis maintenant qu'on a passé un nouveau comité. OK. Mais en réalité, l'octroi
et commencer avec l'ancien comité parce que on a repéré 190 sites au travers de l'Orléans. Wow. Puis là, on voulait trouver un portail justement pour que ce soit disponible. Comme M. Hicham a dit tantôt, là, pour que ce soit accessible à la communauté. Oui. Surtout que, les Franco-Ontariens, on survit, on se bat pour vivre. Là, c'est bon que l'histoire d'Orléans soit connue des plus jeunes et tout ça. Donc, le projet que vous avez soumis, c'était quoi? C'était 3 volets, justement. Ah, 3 volets, OK. Un, c'était pour, premièrement, pour donner ce portail là, pour notre public. Okay. En fait, pas seulement nos membres du comité, mais toute la communauté. Et alors, on a décidé que, OK, on a un gros site, puis on a déjà le site web de la SOFO aussi. Alors, on a besoin d'expertise. On a toyé, on a trouvé un contrat, puis de là, on est arrivé avec un nouveau site web, justement, en combinant le nouveau site web qu'on voit qui est super beau. Oui, bien justement, c'était fait de longue date, vieux, puis ça avait besoin d'être rénové. Mais aussi, il y avait toute cette grande base de données qu'on avait créée avec beaucoup de photos, par exemple. Et de ça, bien, en mettant les deux ensemble, bien là, ça donnait ce qu'on peut voir maintenant, là, vraiment beau avec les images, avec les informations. Donc, on a mentionné 3 projets. Le premier, c'était celui par rapport aux données que vous voulez regrouper ensemble. Le deuxième, c'était lequel, Monique? C'était un projet pour traduire certaines des données qu'on avait sur le site Internet. Alors, ça, c'était traduire, parce que c'était quoi? En anglais, c'est ça? Oui, traduire en anglais. Puis le troisième volet, c'est un projet de numérisation communautaire. Alors, on fait appel à nos membres pour augmenter un peu notre fonds d'archives et puis pour augmenter aussi nos connaissances au sujet là, de l'histoire d'Orléans. D'accord. Alors, ce projet-là est en cours et puis l'octroi nous a permis d'embaucher une personne à contrat pour nous aider avec la numérisation. Puis parce que c'est assez difficile, la technologie. Même moi, encore là, je me fais... Oui, c'est ça. Alors, elle a apporté son expertise et on apprend beaucoup là, de cette personne-là. Alors ça, c'est fait 2 projets, donc il manque un troisième. Alors, il y avait le projet des sites patrimoniaux, le projet de traduction et puis le projet de numérisation. OK, d'accord. Pour les sites patrimoniaux, je vois qu'on voit des images que vous avez apportées. Pourquoi vous avez choisi ces images-là à nous montrer aujourd'hui? Bien, on m'a demandé pourquoi qu'est-ce qu'on voulait numériser. Et alors, j'ai envoyé les photos de... Très vieilles photos, très mauvaise qualité. Celle qu'on voit, c'est quoi ici? Bien celle-là, oui. Non, ça, c'est une nouvelle. Ça, c'est la ferme de Rouen, justement, qui est en cours de... En fait, qui est située au milieu du village. C'est notre dernière ferme qui est encore là. Mais, puis ça, bien, ça, c'est un autre. Ça, c'est toutes des plus nouveaux... Ça, ces photos, c'est pas ceux que je parle là, qui sont les vieilles. Ça, c'en est une, par exemple, qui est réellement difficile. Donc, si on peut l'améliorer, mais de toute façon, ça, c'est disparu. Hein, ça n'existe plus. Donc, on veut conserver cette histoire de ces familles. Ça, c'en était un autre. Beau, ça. Justement, oui, c'est une très belle bâtisse qui est démolie depuis un bout de temps. Mais au moins, on a qu'est-ce que c'est, on a l'histoire de ça, et les jeunes pourront se renseigner. Fait que l'octroi, en fait, vous a pas seulement servi à faire le projet que vous aviez déposé pour, mais ça a créé d'autres opportunités pour vous. Là. Absolument. On a créé... avec l'octroi, on a réalisé qu'il fallait faire quelque chose avec nos archives. Alors, on a des documents ici et là, dans les ordinateurs de nos membres. Alors, on a constaté que oui, il fallait faire un plan pour conserver nos archives aussi. Et puis, aussi, ça nous a permis de réaliser que la communauté aussi veut participer à monter ces archives. Parce que forcément, je suppose que les gens dans la communauté ont leurs propres archives, les propres archives de famille, surtout surtout des familles peut-être qui ont porté le drapeau des Franco-Ontariens. Si on peut dire que c'est des archives, c'est simplement des boîtes, des tiroirs, puis des petits albums. C'est pas réellement... c'est quelque chose qu'on a besoin d'essayer d'acquérir, de façon que la famille peut les garder aussi, mais qu'on ait ça à perpétuité.
Parce que ce qui arrive souvent, c'est que quand une personne meurt, qu'est-ce qui arrive avec ces choses-là? Donc, peu importe la famille, parce que vous faites ça pour la communauté à Orléans. Fait que tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, s'il y a quelque chose qui est super important pour lui, là, peut le montrer. Peut-être que ça peut aider les autres à comprendre et puis peut-être faire des liens entre les gens de la communauté. Absolument. Puis, justement, si on peut numériser certaines des photos et le rendre accessible à d'autres membres de la communauté pour leur recherche personnelle, alors déjà, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant, définitivement. Là. Est-ce que vous pensez, du coup, il va me rester 40 secondes, là, est-ce que vous pensez, du coup, que ça vous a allumé à faire d'autres projets? Et pourquoi pas soumettre une demande encore, sait-on jamais, là? Oh oui, justement, vous avez raison. Ça nous a permis de commencer un plan là, pour quoi d'autre? Quel autre projet est-ce qu'on pourrait soumettre? Parfait. Alors moi, je vous souhaite bonne chance. Et puis vous rappelez que si vous avez des projets en cours, mais nous, on sera là ici pour propulser votre message un peu plus haut. Et puis ça nous fera plaisir de vous avoir ici encore. Merci à vous deux et félicitations encore. Merci beaucoup. Alors voilà, maison, si vous avez besoin de plus d'informations, www.fofo.com, c'est le site web à visiter surtout pour la communauté à Orléans. On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai du poil au menton, puis c'est bon. Surtout quand je mange la soupe à l'oignon. J'ai du poil au menton, faudrait pas que je le coupe, parce que c'est bien mieux qu'avoir du poil dans la soupe. Mais encore mieux que ça, vous direz ces générations, c'est de toute beauté d'avoir du poil dans le front. Du poil dans le front, ben oui, je vous le dis. Quand on a du poil là, ça s'appelle des sourcils. J'ai du poil sur les jambes, puis du poil sur les bras. J'ai du poil à des places que ça se peut pas. J'ai du poil frisé, puis j'ai du poil qui est long. J'en ai même dans mon nombril qui attire des moutons. Ça se peut un jour que je me réveille, puis j'aurai du poil dans des deux oreilles. Mais j'ai du poil au menton, puis je trouve ça beau. Oui, c'est bien plus beau qu'avoir du poil dans le dos. Merci! Ah, vous allez chanter avec nous autres? On peut commencer avec les mains. Yeah! Lorsque tu danses de même, c'est bon. Puis quand tu bouges comme ça aussi c'est bon. Lorsque tu me fixes de tes yeux, ah, c'est tellement bon. Puis quand tu me touches de même, ah, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon quand je mets le monde dans le ton. Ouais, donc, monte le son, c'est que dans un zone. Ah non, c'est juste de retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je pense que je vais m'inscrire pour faire de la danse contemporaine très bientôt. Parce que Frédéric et Sylvie sont en train de me titiller un peu. Là, on peut le faire à n'importe quel âge. Puis il faut qu'on casse ce mythe, là, je me dis. Là. Ouais. Puis Frédéric me parlait un peu de qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle avait vécu comme expérience. Et puis tu en parlais aussi juste avant la pause. C'est que les élèves, vos étudiants, ils sont jumelés avec des professionnels dès la première année pour faire de belles expériences ensemble. Parce qu'ils ont des processus de création fonctionne en bloc. Donc, par exemple, je peux avoir un artiste invité qui vient de Montréal, puis il va travailler avec les étudiants entre 2 et 3 semaines à créer une nouvelle création avec eux. Quand on parle de création, c'est vraiment une chorégraphie qui peut durer entre 15-20 minutes. C'est pas des chorégraphies de 3 minutes là, qu'on voit plutôt... dans les petites vidéos. C'est ça. Donc, c'est vraiment des chorégraphies de 15 à 20 minutes. Puis, c'est ça. Ils font 3 processus comme ça par session. 3 processus comme ça par session. Donc, finalement, tu te retrouves à faire 3, tu as 9, par exemple. Tu as eu 9 projets avec des... Comme c'est par session, en fait. Par session, il y a ces 3 années. 6 chorégraphies par année. Oh, c'est vrai. Désolée. Je suis mauvaise en calcul en plus. D'accord. Donc là, maintenant, pourquoi vous êtes sur le plateau aujourd'hui? C'est vraiment pour parler de quelque chose d'unique, en fait. Parce que je pense que c'est la première fois que ça arrive dans la région. C'est un beau programme, en fait, que vous allez offrir conjointement avec l'Université York. Déjà, comment c'est arrivé à vous, là, peut-être de penser... Bien, premièrement, il faut réaliser que dans la région ici,
les universités n'ont pas de département de danse. Ils ont un département de théâtre, département de musique, art visuel, mais aucune de nos universités ont de département de danse, ni nos collèges. Donc, nous, on est le seul collège en danse dans la région. Donc, évidemment, j'ai été intéressée à donner plus, peut-être. Donner plus, parce que, tu sais, après tout, la danse, c'est un monde. C'est pas juste une chose. Donc, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que la directrice du département de l'Université York est venue, à un moment donné, à notre programme pour nous évaluer. Parce que nous, on est subventionné par le Conseil des arts de l'Ontario. D'accord. Puis, on est évalué dans ce processus-là. Donc, elle est venue nous évaluer. Puis, dans le fond, elle a aimé ce qu'elle a vu. Puis, on s'est mis à parler de la possibilité d'offrir des crédits universitaires pour ce qui est fait. Donc, ce qui arrive, c'est que l'étudiant qui fait 3 ans chez nous a accumulé 60 crédits universitaires vers le baccalauréat SR qui est offert à l'Université York. Qui, eux, ils ont combien de crédits? 120. Mais c'est la moitié carrément. Oui, donc les étudiants qui ont fait le programme chez nous, s'ils veulent aller terminer leur baccalauréat SR, ils rentrent directement en 3e année du baccalauréat. Mon Dieu, c'est génial. Donc, c'est un peu comme le meilleur des deux mondes, parce que l'avantage d'un programme de type conservatoire, comme on a, c'est qu'ils dansent vraiment toute la journée. Ils deviennent vraiment des danseurs accomplis parce qu'il y a tellement de pratique. De pratique, oui, je comprends. Là, Puis, après ça, l'université, ils peuvent décider d'y aller tout de suite après. Ou ils pourraient, par exemple... prendre une année sabbatique. Ou danser professionnellement pendant 5-6 ans, puis après ça, dire, là, maintenant, je veux peut-être un peu plus développer ma pratique de chorégraphe ou devenir curateur ou, C'est quoi un curateur? Un curateur, ça serait quelqu'un qui ferait la programmation de spectacles de danse. OK, d'accord. Parce qu'on oublie que la danse, c'est tout un monde. Comme par exemple, au Centre national des arts, la plupart des gens qui travaillent au département de danse, dont la curatrice, Cathy Lévy, c'est des anciens danseurs. Je comprends. C'est pas juste une chose comme la chose. C'est vraiment... Évidemment, on commence notre vie comme danseur, interprète et tout ça. Je comprends. Mais on peut s'étendre, en fait. Oui. C'est là où le côté académique peut devenir intéressant. Wow. Puis, mais en même temps que je suis en train de penser ça, c'est bien de dire que c'est pas juste un monde, parce que moi aussi, malheureusement, je le pensais. C'est juste comme tu fais de la danse, tu vas faire de la danse toute ta vie, mais on oublie qu'on peut élargir, en fait, nos horizons comme curateur. Je savais pas qu'est-ce que c'était, mais je savais que oui, il y a quelqu'un forcément comme un chorégraphe et tout qui doit organiser quand il y a un spectacle, mais curateur, je savais pas exactement c'était quoi son rôle. Puis avec ça, je te le découvre. Maintenant, pour des étudiants qui graduent comme Frédéric, comme ça, ils ont leur diplôme, oui, ils ont leurs 60 crédits, comme on a dit, ils peuvent attendre tout de suite d'aller à l'université, ou bien ils peuvent encore prendre une année sabbatique, puisque ça a été fait très récemment. Est-ce que déjà, c'est possible pour eux de... Oui, même que les gradués depuis 2016 peuvent avoir accès à c'est extraordinaire. cette entente-là. Puis qu'est-ce que toi, ça te fait? Tu étais contente tout à l'heure quand Sylvie donnait les détails. Je te voyais vraiment souriante, là. Mais qu'est-ce que toi, ça te fait? Parce que ça t'ouvre un peu, je me dis, les autres temps. C'est que ça m'ouvre beaucoup plus de portes que je pensais, puis beaucoup plus qu'avant. Parce que c'est ça, maintenant, grâce à ce programme-là, je peux essayer d'aller dans le domaine professionnel direct après. Est-ce que c'est quelque chose Tu pensais à ça quand tu es arrivée à School of the Dance? Dès le départ? D'aller professionnel. Professionnellement, oui. Est-ce que tu pensais, OK. Oui, parce que c'est vraiment un programme d'études professionnelles, fait que je voulais vraiment après aller plus loin. Oui, exactement. Puis... Ouais, fait que dans le fond, ça va me permettre aussi de pouvoir aller à l'Université de York par la suite, si jamais je veux continuer. Et puis surtout ton anglais, et puis tu as dit que tu voulais pratiquer ton anglais. Et c'est quelque chose qu'on voit, ce qu'on voit déjà à l'écran, c'est toi qui t'étais en train de danser quelque part. J'arrive même pas à te voir parce que vous êtes toutes vêtues super bien, là. Ça, c'est quoi? On peut m'expliquer qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une de mes chorégraphies. Ah, de toi, Sylvie? Oui. C'était à quelle occasion? C'était lors du spectacle de décembre. OK, OK. Oui.
Parce que vous faites des spectacles aussi que vous présentez au grand public? Oui. Donc, à chaque... on a 4 spectacles par année. 2 spectacles qui présentent les chorégraphies des étudiants, puis 2 spectacles qui présentent les chorégraphies des chorégraphes invités et aussi de moi, là. On s'entend. Il y a certains chorégraphes locaux, là. Donc, ça, c'est ça. À chaque année, il y a 4 spectacles. Donc, les étudiants sont vraiment dans la pratique. Ils vivent comme des danseurs vivent. C'est vraiment dommage. Je suis très contente que tu sois venue nous visiter ici à Ottawa pour être à The School of Dance, mais c'est vraiment dommage que des gens de la région... Je me dis peut-être qu'il n'y a pas assez de publicité. Puis là, vous venez quand vous voulez pour vos spectacles et tout, là, sérieusement. Mais une des choses qui se passe, c'est qu'en ce moment, je pense qu'au niveau de la publicité, cette génération-là, sont difficiles à trouver. Parce que, tu sais, ils lisent pas les journaux. Ils s'intéressent même encore à autre chose. Donc, c'est les médias sociaux, puis ils choisissent vraiment ce qu'ils vont voir. Donc, c'est ça, c'est du travail à essayer de les retrouver, puis les recruter, puis aussi de leur faire, tu sais, de faire comprendre qu'il y a tout on ne devient pas danseur juste en disant « Ah, je suis bonne ». C'est qu'il y a des choses à apprendre. Danser 6 heures par jour, c'est important, là, être en action 6 heures par jour pour atteindre vraiment ton potentiel maximum. Merci beaucoup, Sylvie. Et puis, je suis très contente d'entendre que même des étudiants qui ont gradué depuis 2016, ils ont la possibilité de rejoindre ce beau programme-là avec l'Université York. Félicitations encore à vous deux. Puis, moi, je te souhaite que du bonheur pour le reste de ta carrière. Puis on vous reçoit quand vous voulez. Merci. Merci encore à vous deux. Et puis vous, à la maison, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à visiter le www.schoolofthedance.ca. Après la pause, on parle d'intimidation avec Jean-François Soriol. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci beaucoup. Soleil brille entre nous. Soleil brille entre nous. On se revoit au large. Une étincelle brille à notre image. On se retrouve sans... De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant d'intimidation, de cyber-intimidation, mais je pense que ça commence par l'intimidation avant de devenir cyber-intimidation, là, dans le fond. Bonne année. Bonne année. C'est de se revoir encore. Je fais des ateliers dans les écoles depuis déjà 12-13 années sur la cybersécurité. Parce que toi, c'est vraiment ton domaine, expert en sécurité informatique. En sécurité informatique, mais disons qu'avec mes jeunes, puis parce que j'étais président du conseil des parents de mes jeunes lorsqu'ils étaient à l'école, j'ai commencé à... je fais un petit atelier pour les parents, puis là, il y avait quelqu'un de l'école, du conseil qui était là, puis c'est devenu... C'était un besoin. Absolument. Mais il y a quelque chose que je remarque que... on parle de réponse à l'intimidation, mais on voit l'intimidation comme le résultat d'un apprentissage. Parce que lorsque je parle à des jeunes, je leur demande toujours, lorsqu'un enfant sort du ventre de sa mère, est-ce qu'un enfant sait comment intimider quelqu'un? Tout le monde me regarde et dit, ben non. Non. Donc, si c'est pas atavique, si ça vient pas lorsque tu es né, c'est appris. Les jeunes me disent,
Ben non, on n'apprend pas comment intimider. Tout à fait, on apprend comment intimider. Moi, j'ai reçu une douche froide là quand tu me l'as annoncé, ouais. Je vais en parler parce que il faut éliminer de l'intimidation, ou du premier geste d'intimidation, ce mépris qu'on a. Parce qu'en tant qu'adulte, lorsqu'on voit des gestes d'intimidation, notre réaction, c'est... De se fâcher aussi. De se fâcher, puis il faut changer, il faut s'occuper de cet élément qui dérange. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intimidation, c'est un geste qui est appris à cause du premier besoin qui frappe les jeunes lorsqu'ils arrivent à l'école, le besoin d'appartenance. Si on regarde les échelles de Maslow, le besoin d'appartenance, c'est vraiment le premier besoin que les jeunes... C'est leur job de développer des façons d'appartenir. Premièrement, de décider à qui je vais appartenir, de se frayer un chemin parmi. Puis, c'est vrai qu'à l'âge où est-ce que tu dis qu'ils vont au collège, là, dans la pyramide de Maslow... Mais c'est rendu au primaire. C'est au primaire. Est-ce que je vais être ami avec les filles populaires, avec les gars qui sont bons d'un sport, ou avec les nerds? Et si je décide... Absolument. Si je décide d'être quelqu'un qui va être un gars qui est bon d'un sport, je vais m'associer au groupe de jeunes garçons qui sont bons dans les sports. Bien, ça vient avec toute une psychologie. Les bons d'un sport, il faut qu'ils pointent du doigt les nerds qui sont pas bons dans le sport puis qui préfèrent regarder les émissions puis qui sont bons des ordinateurs. Donc, il y a comme toute une personnalité qu'ils doivent absorber ou qu'ils doivent accepter, et donc des façons de faire, des façons de penser. Puis tout ça, c'est à l'intérieur de leur développement de personnalité, puis ça commence dès le primaire. Puis comment que ça se passe? Tout apprentissage, c'est basé sur un réconfort ou un tourment. Si ça fait du bien, mon cerveau va créer des paquets de connexions pour me faire répéter ce geste-là ou un geste similaire. D'accord. Si ça fait pas du bien, si ça fait mal, mon cerveau va s'arranger pour me faire comprendre qu'il faut éliminer les conséquences de ça. OK. Puis c'est comme ça qu'on apprend. Tu as 2 ans, tu te promènes, tu arrives dans la cuisine, tu touches au four qui est chaud, tu apprends que c'est chaud, tu fais plus ça. Non. La première fois que tu veux de la crème glacée, là, tu aimes ça. Tu veux de la crème glacée, tu restes dans tes jours. Chocolat, crème glacée, là maintenant, c'est le café. Ça. Mais la façon que ça se passe à l'école, bon, tu commences, tu arrives à l'école, puis ça commence par une petite joke ou une petite affaire comique qui se passe. Puis quand les gens alentour de toi rient... Ça veut dire qu'ils te soutiennent, puis toi, et immédiatement dans ton cerveau, il y a de l'oxytocine, de la sérotonine qui sortent, puis tu te sens mieux. Les gens alentour se mettent à rire, tu te sens mieux. Puis quand c'est l'humour qui n'est pas au dépend de quelqu'un, c'est super. Puis mais l'humour qui est appris à nos jeunes, l'humour qu'on célèbre en tant que même adulte, c'est malheureusement beaucoup plus le sarcasme. Celui qu'on est en train de piquer. Celui qui est en dépend de quelqu'un. Puis ce qu'il y a de plate, c'est que beaucoup des émissions de télévision de nos jeunes, c'est ce qui est valorisé. Puis c'est valorisé, mais pas dans un environnement réel. Parce que dans l'environnement du programme d'émission, que ce soit des dessins animés ou une émission, les jeunes s'injurient l'un l'autre. Puis là, il y a le laugh track en arrière, les gens qui rient. Puis il n'y a pas de conséquences. Ils continuent à être amis, mais c'est pas ça la vraie vie. Si je suis méchant avec toi, que ce soit online, il va y avoir une séquelle, notre relation ne sera plus pareille. C'est vrai. Mais les séries jeunesse, là, oui, ils font reçoivent tout ce qu'ils disent, I'm just kidding, puis là, il n'y a plus de problème. Mais c'est pas ça la vraie vie. Puis on n'a pas l'air de trouver ça si grave que ça, de laisser les jeunes regarder, parce que... Je dois t'avouer que un des reportages que j'avais regardé sur les conséquences de regarder, puis j'ai pas de la différence entre regarder Caillou, on s'entend, regarder Caillou ou regarder SpongeBob. SpongeBob SquarePants. Ouais. Et à l'issue d'une émission de 30 minutes, dans l'étude qu'on fait, puis les capacités de concentration d'un jeune, après 30 minutes d'écouter Caillou ou d'écouter n'importe quel jeune, là, pas seulement des jeunes qui ont des déficits d'attention ou quoi que ce soit, n'importe quel jeune, en moyenne, un jeune qui sort d'une émission de SpongeBob, pendant la première heure après ça, leur capacité de se concentrer, c'est comme s'ils avaient le déficit d'attention.
Parce que ça va tellement vite que... Oui, alors que Caillou, c'est un peu plus lent. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on les élève dans ce monde-là, puis eux, ils ont besoin de se développer des façons de faire. Donc, l'humour commence, puis là, à un moment donné, quand l'humour est aux dépens de quelqu'un, probablement, tu dois choisir... Tout ça se fait de façon organique. Tu dois choisir le bouc émissaire de ta joke. Puis là, ça se fait organiquement. Puis là, quand c'est aux dépens de quelqu'un, tout le monde, on est habilité, on est éduqué à aimer ce type d'humour-là, parce que dans toutes nos émissions, là, le monde rit encore plus, c'est encore mieux. T'apprends, wow! Quand c'est aux dépens de quelqu'un, les gens rient encore plus, je me sens encore mieux, je suis bon, donc, je suis fort. Donc, on se sent bien à faire ça et on grandit, malheureusement... Oh, mon Dieu. Jusqu'à ce que quelqu'un puisse devenir le four chaud du petit jeune de 2 ans pour apprendre que ça, c'est pas correct. Mais pensons-y, là. Okay. S'il y a 15 personnes qui rient, donc qui supportent cet événement-là, ils le font souvent inconsciemment, puis il y a quelqu'un qui sort qui dit « Mais c'est donc bien méchant ce que tu as fait là. » Si la chaleur du four, donc le moment où tu te fais rappeler à l'ordre, si ce four-là n'est pas assez chaud, si le tourment, si la réponse de ces donc bien niaiseux est éliminé parce que le monde continue à rire, ben l'événement, c'est donc bien niaiseux ce que tu as fait, n'a pas l'impact nécessaire. Donc, il faut trouver une façon... Qu'est-ce que je voulais te demander? Parce que là, si je le dis... Il faut trouver une façon pour permettre aux jeunes de pouvoir témoigner de ça sans être les boucs émissaires après, parce que c'est toujours ça que les jeunes me disent. Si je témoigne contre ça, c'est moi qui vais faire une moi, non, mais oui, c'est clair. Les jeunes sont tous au courant de toutes ces choses-là. Mais il faut leur trouver une façon de pouvoir aller parler de ces choses-là sans pouvoir mousser cet effet-là, mais de pouvoir permettre aux adultes de non seulement pas voir la personne qui a posé le geste comme étant méprisable, mais plutôt une opportunité d'éducation. Puis dans l'Ontario, notre loi 13, c'est dans la loi. Le premier contact doit être éducatif et non punitif. Mais il faut qu'on l'intègre dans notre façon de penser en tant que parent aussi, en tant qu'éducateur. Le petit Jacob qui a fait le problème, il ne faut pas le frapper trop. D'accord. Je pense que tu as des stratégies pour ça, là. On va en parler après la pause, c'est bon? OK, on se revoit juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. I got a little something on my mind, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Ainsi que les choses vont round and round, comment le dire, de quelle manière, rien à faire. Je coule langue sur un bout de papier, bouteille en verre, jette à la mer. Et un beau jour tu l'auras pêché, je pourrai plus jamais me taire, jamais me taire. J'ai conjugué les mots de ma cervelle, bien encadré pour te capter. Couleur brillante ou aquarelle, image à la pour dévoiler, tout dévoiler. Attention les singes, ouvre la bouche, laisse-les voler. C'est mon cul qui t'emprisonne, c'est à leur tour de raconter des vérités compliquées. Comme deux enrodés des vergondés, pendant la sortir ma pensée. Je ferai taureau sans trop bouger pour que je puisse tout rattraper, tout rattraper. Je me confesse au papillon vers le Mexique, ils s'en iront. Prends mon filet, envole-toi, je leur dirai c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de cyber-intimidation qui commence tout d'abord par l'intimidation. Et puis là, tu me disais que c'était un geste appris. Il fallait trouver une personne pour dire à cette personne qui intimide l'autre, là, que c'est pas bon comme geste à faire. Une personne ou un processus qui va faire en sorte que le message qu'ils vont recevoir lorsqu'ils ont posé un geste, que le message soit assez fort. J'utilise l'analogie d'un four chaud. Il faut que le message
puisse entrer assez fort pour pouvoir faire changer cette fonctionnalité-là dans le cerveau qui dit « Quand je fais rire les autres aux dépens de quelqu'un, ça me fait du bien ». Il faut faire changer ça pour que... Un petit peu, lorsque je parle aux jeunes, j'utilise une analogie de mon jeune temps. Okay. Quand j'étais jeune, si on voyait quelqu'un qui avait le syndrome de Down, c'était tout à fait acceptable. C'est horrible. Ouais. C'est acceptable de dire, tout le monde le faisait, regarde le mongol, regarde le retard. C'est comme ça qu'on parlait, là. C'est vrai. Mais quand puis je l'utilise, puis je m'excuse de l'avoir dit, là, mais je sais qu'aujourd'hui, lorsque ce mot-là ou cette expression-là, il y a un feeling c'est dégoûtant d'entendre ça. Ouais. Ben, il faut qu'exactement le même processus survienne dans l'être complet pour que ça devienne plus quelque chose de recherché comme façon de faire rire les autres pour m'en monter, mais que je sais maintenant que c'est pas bien. Ah, c'est pas bien, puis c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Mais il y a un moyen. Donc, pour le faire, puis j'utilise souvent le sexting comme moyen pour amener ça, parce que dans toutes les écoles secondaires, c'est souvent ça. Il y a toujours une gang de gars là, dans le fond là, qui parlent. Là. J'ai 200 jeunes, il y a toujours une petite gang de gars dans le fond. Là. Lorsque je parle de sexting puis d'échange de photos, ils commencent à ricaner. Puis je sais que ça s'en vient. Ça fait 400 ateliers que je donne dans les écoles. Je sais que ça s'en vient. Là, je commence. Puis là, j'arrête de parler un petit peu, là, parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu d'inconfort qui soit créé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Okay. Puis là, c'est pas moi qui les pointe, mais le groupe au complet commence à se sentir un petit peu inconfortable du fait que les autres continuent à ricaner. Donc, il n'y a pas nécessairement le retour, puis le regard vers eux, puis... Le silence. Puis là, la pression monte. Puis là, je commence. Sans les points de vue, c'est comique comment il y en a qui trouvent ça comique. C'est spécial, hein? Sans pointer quelqu'un. C'est ça. Puis là, je commence, puis là, je dis... Regarde, moi, j'ai 2 sœurs. Imagine si c'était la photo de ma sœur qui est arrivée sur mon téléphone. Je la partagerais-tu? Ben non. Ouais. Ben tu reçois des photos, c'est une sœur de quelqu'un. Puis toi, tu décides de la partager. Really? Ouais. Puis si c'était ta blonde, qu'est-ce que tu ferais? Puis tu sais que ton chum, il a partagé la photo de ta blonde. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu te fais chier, hein? Ben oui. Ouais. Donc, mais c'est de se mettre dans la peau. C'est sûr que le sexting, c'est précis. Puis l'intimidation, ça peut être beaucoup moins imbu de toutes ces choses-là. Ça peut être très, très simple. Mais le but est, puis même dans des échanges là, sur Facebook ou sur TikTok ou sur Instagram, d'être capable d'avoir l'attitude que si on se met en groupe, si on se met 2, 3, 4, 5 ensemble... Ça peut changer quelque chose. Et là, le processus, puis les jeunes le disent, si je m'en vais en gang pour aller voir la direction pour témoigner d'un geste d'intimidation, les possibles représailles contre l'individu qui aurait été témoigné ne sont plus disponibles parce que... On est toute une gang, là, ouais, c'est ça. Puis c'est ça le but, parce que il faut donner assez de pouvoir, assez de pesanteur à ce geste-là pour que ça ait un impact sur le jeune. Mais encore là, la réponse, c'est les adultes qui vont répondre. La réponse doit être éducative la première fois. Mais éducative, puis ce que je préconise, il faut laisser aux jeunes la chance d'identifier quel va être son geste réparateur. Pas des excuses, réparateur. C'est bon. Puis lorsque j'ai compris ça, lorsque j'ai amené ça dans certaines discussions, la responsabilité envers la réparation de cette relation-là. Puis la réparation doit avoir la même teneur que le geste. Donc, si le geste est envers plein de jeunes, il faut que la réparation se fasse... ait cet impact-là aussi. OK, donc ça, c'est un exemple, par exemple. Donc, online, il faut que la réparation se fasse... Le commentaire que j'ai fait hier était méchant, je m'excuse, Mais il faut l'amener, cette chose-là. Donc, il y a tout un environnement de... Donc, ça fait 2 exemples que tu viens de donner, par exemple. Comme ça se fait devant la personne qui a été intimidée. Ça donne une leçon à celui qui intimide habituellement de voir que... Puis si toi, tu te poses comme étant
le garant de cette approche-là, ben, il va en avoir des gens qui vont s'entourer de toi. Parce que de toute façon, même tous ceux qui irient souvent aux alentours pour te soutenir, là, ils sont pas souvent d'accord avec toi. C'est juste parce qu'ils ont peur de se faire intimider à l'après, donc ils irient Exactement. Puis c'est un engrenage. Tu rentres là-dedans, puis c'est tout à fait organique. C'est pas aujourd'hui, je vais commencer à intimider quelqu'un. C'est tout à fait organique, mais puis ce qu'on remarque souvent, en étant un adulte moi-même, que les expériences d'intimidation que tu as vécues, ça porte des séquelles dans le monde adulte. Okay. Mais les stratégies que tu utilisais quand tu étais jeune pour dénigrer un autre, pour te remonter, dans le monde adulte, c'est pas permis, ces choses-là. Non. Alors, quand tu parles de monde adulte, là, il va nous rester, je pense, 45 secondes. Là, quels seraient, toi, tes 2-3 petits mots à l'endroit des parents? Parce qu'eux aussi, ils ont leurs responsabilités. Hein. On a des vies très rapides. On a des vies où c'est que notre jeune, premièrement, lorsqu'il vient nous voir, ça fait déjà 10 fois qu'il en a parlé à des amis ou qu'il en a parlé online, il faut répondre immédiatement. Il faut répondre. Puis souvent, la réponse qu'on a, c'est « il faut que je règle ça, j'ai 5 minutes ». Mais non, ça prend toujours du temps. On lâche notre pratique de yoga, on lâche notre ligue de pool pour le soir, puis on passe du temps avec notre jeune. Passer du temps avec ces jeunes, c'est là où on les célèbre, là où ils sont bons, puis c'est là qu'on peut passer, puis ils recherchent notre connaissance. Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir partagé ça avec nous. Puis si vous voulez plus d'informations, visitez son site web. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Afin de déclarer votre choix en cette période électorale, TV Rogers a réuni pour vous les candidats de la circonscription d'Orléans afin d'entendre le programme électoral. Débat des candidats d'Orléans, ce soir 18h sur TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission, je rencontre Alexandra Ferline, une entrepreneure qui a utilisé le web pour se faire une fortune. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Sur les ondes de TV Rogers, on a une très belle discussion durant la première partie de l'émission avec des représentants de Bibliothèque Archives Canada. Alors, si vous pensez que dans votre communauté, vous avez des projets comme dans le genre que monsieur nous a expliqué, je vous invite à visiter le www.bac-lac.gc.ca pour pourquoi pas soumettre votre candidature et être dans la cohorte de 2020-2021 parce que pour 2019-2020, comme on l'a entendu, c'est terminé, mais ça s'en vient pour la prochaine année. Alors réfléchissez à un petit projet et pourquoi pas avoir accès à cet argent-là que Bibliothèque et Archives Canada met à votre disposition. Vous savez, hier, on a parlé avec une représentante du Musée de la Nature et puis elle me disait qu'aujourd'hui, il y avait une belle dégustation de kombucha. Donc, il y aura des cocktails, il y aura de l'explication par rapport à cette boisson-là, surtout si vous êtes assez sceptique. Là, au départ, j'étais comme ça, mais maintenant, j'ai découvert que c'est quelque chose de bon. Donc, www.nature.ca, c'est le site web que vous pouvez visiter pour pouvoir accéder à cette soirée-là qui s'en vient pour aujourd'hui. Il y a aussi une soirée pyjama qui s'en vient, mais je vous donnerai plus de détails prochainement, comme demain à l'émission. Alors, demain à l'émission, comme je le disais, on va parler avec Ariane Choucard du patrimoine canadien. On va parler de toutes les activités qui auront lieu pour le dernier week-end de Bal de Neige. On se voit demain. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.